Ensuite, un point sur l'info africaine. Bonjour Arthur Ponchelet. Bonjour Julien et bonjour à vous qui nous écoutez. À la une, 15 audiences et toujours aucun débat sur les faits. Au Cameroun, 2 ans, jour pour jour après l'enlèvement et le meurtre de l'animateur radio Martinez Zogo, le procès est au point mort, enlisé dans des questions de procédure et les avocats font une nouvelle fois part de leur indignation. Un citoyen espagnol enlevé dans le sud de l'Algérie. Madrid a confirmé cette nuit l'information de la presse espagnole. Selon nos sources, il aurait été emmené vers le Mali par des hommes armés liés à la branche sahélienne du groupe djihadiste État islamique. Au sommaire également, Faustin Archange Touadéra à Moscou, le président centrafricain plus proche que jamais de son homologue russe, Vladimir Poutine. La RDC va recevoir 3 milliards de dollars du Fonds monétaire international, un décaissement conditionné à certaines réformes structurelles. Le cacao malgache plus attractif que jamais, la fève rapporte de plus en plus sur la grande île au point peut-être de dépasser l'emblématique vanille. Et puis du sport juste après ce journal. Après le report du championnat, on entendra le désarroi des clubs congolais. En l'absence de match, il est de plus en plus difficile de motiver les joueurs. C'était il y a 2 ans, jour pour jour, un drame secouait le Cameroun. L'animateur radio Martinez Zogo était enlevé devant un poste de gendarmerie de Yaoundé. 5 jours plus tard, son corps était retrouvé sur un terrain à l'extérieur de la ville. Dans son émission, Martinez Zogo dénonçait la petite et la grande corruption, invectivait les puissants sans jamais s'en prendre au président Biya. Depuis, l'enquête a connu de nombreux rebondissements. 17 accusés doivent toujours comparaître devant le tribunal militaire de la capitale. Mais Amélie Tullet, le procès est enlisé dans des questions de procédure. Déjà 2 ans que nous tournons en rond, soupire l'avocat de Justin Danoué, ex-directeur des opérations de la DGRE, qui reconnaît l'implication de son service dans l'enlèvement de Martinez Zogo, mais pas dans son assassinat. 2 ans de prison sans être jugé. On est au-delà du délai raisonnable, ajoute maître Jacques Mbouni. Une quinzaine d'audiences et toujours pas de débat sur les faits. Avocat d'un autre accusé, l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga, maître Charles Chungang déplore la multiplication des obstacles pour éviter d'aller au fond de l'enquête. Au procès, la justice militaire camerounaise a cumulé les vices de procédure selon les avocats des prévenus, mais aussi de la famille. Résultat, un calendrier suspendu aux décisions attendues de la cour d'appel du centre. Pour maître Cyril Simplice Zoku, son client, l'ancien directeur général du renseignement, Léopold Maxime Eko, est victime d'une procédure visant à l'accuser faussement et n'a rien à voir avec la recherche de la vérité. Selon maître Calvin Job, qui représente des proches de Martinez Zogo, la lenteur de ce procès est la conséquence du profond malaise de la justice militaire autour d'une affaire au relent politique. Pour lui, seul un sursaut d'orgueil et d'indépendance des magistrats fera avancer les choses. Amélie Tullet, et ce matin, la sœur aînée de Martinez Zogo, Flore Zogo, témoigne sur notre antenne. Elle fait part de sa douleur et demande à la justice de faire son travail rapidement afin d'enterrer son frère dans la dignité. On en parle aussi avec notre invité juste après ce journal. Le chroniqueur judiciaire Christophe Bobiocono répond aux questions de Christophe Boisbouvier. Un ressortissant espagnol enlevé en Algérie. Confirmation ce matin du ministère espagnol des Affaires étrangères qui dit travailler activement à la résolution de l'affaire. Le kidnapping a eu lieu mardi soir dans le sud de l'Algérie. Des hommes armés l'ont emmené au Mali voisin. Pas de revendication à ce stade, mais les sources jointes par RFI accusent la branche sahélienne du groupe djihadiste État islamique. David Bachet. Assecrem est une zone montagneuse et touristique que les chancelleries occidentales déconseillent à leurs ressortissants. Selon plusieurs cadres rebelles du FLA dans le nord du Mali et selon des sources communautaires locales, c'est là que l'enlèvement a eu lieu. Ni son identité précise, ni le motif de son séjour n'ont pu être suffisamment recoupés. Après l'enlèvement, les ravisseurs prennent la direction du Mali voisin. Leur véhicule traverse la frontière vers Tinzaouaten, puis gagne la région de Ménaka. Pas de revendication. La frontière Algérie-Mali est dans la zone d'influence du JNIM lié à Al-Qaïda, mais les sources jointes par RFI pointent unanimement l'État islamique au Sahel. Ce que le repli dans la région malienne de Ménaka, contrôlée par le IS, semble confirmer. Cet enlèvement est un revers pour l'Algérie qui réussissait depuis plusieurs années à contenir la menace djihadiste sur son territoire. En 2013, la prise d'otage du site gazier d'In Amenas avait fait près de 40 morts. En 2014, un randonneur français avait été exécuté près
près de Tizi Ouzou par un groupe affilié à l'État islamique. David Bachet. En bref, au Niger, l'ancien ministre du pétrole a été arrêté mercredi. Selon des membres de sa famille, Barké Moustapha a été amené vers une destination inconnue. On ne sait pas ce que lui reprochent les autorités. Il avait été limogé de son poste de ministre il y a près de 4 mois. Faustin Archange Touadéra à Moscou. Le président centrafricain est en visite en Russie. Il s'est entretenu hier avec Vladimir Poutine. De cette rencontre peu infiltrée, seulement les propos préliminaires, une déclaration dans laquelle le chef de l'État centrafricain a salué l'aide apportée par, je cite, les braves guerriers russes à son pays, fin de citation. La Centrafrique où la Russie avait dépêché des mercenaires présentés comme des instructeurs militaires. RFI Moscou, Anissa El Jabri. À peine une petite table au Kremlin entre Vladimir Poutine et Faustin Archange Touadéra, un des signes protocolaires classiques envoyés par la Russie pour souligner une proximité. Le président centrafricain a appelé le chef de l'État russe son très cher ami et dans la partie de son discours rendu public, il s'est félicité de la présence des forces russes dans son pays. Aujourd'hui, l'armée formée par les instructeurs russes est une force puissante qui poursuit et détruit les terroristes et autres criminels sur le territoire de la République centrafricaine. Nous voulons continuer à travailler pour renforcer la sécurité à l'intérieur du pays, aux frontières de la République centrafricaine, en collaboration avec des spécialistes russes qui se sont révélés être de véritables professionnels et de braves guerriers. Rien en tout cas officiellement sur une contrepartie sécuritaire dont on entend souvent parler depuis 2 ans, soit l'installation d'une base militaire russe dans le pays. En revanche, échange bien connu pour la présence des forces russes, Faustin Archange Touadéra a vanté les richesses naturelles de son pays. La République centrafricaine regorge d'énormes ressources stratégiques et minières encore inexploitées. Je me réjouis de la signature par nos ministres des Mines et de l'Agriculture des protocoles d'accord en vue de redynamiser notre coopération dans ces 2 domaines. Quelques heures auparavant, la présidente du Conseil de la Fédération, Valentina Matvienko, avait promis à Faustin Archange Touadéra que les législateurs feraient tout leur possible pour la mise en œuvre des accords. Anissa El Jabri, Moscou, RFI. Le président angolais est lui en visite en France. João Lourenço a rencontré Emmanuel Macron hier. En plus de signer des contrats à 420 millions d'euros, les 2 chefs d'État ont évoqué le conflit dans l'est de la RDC et appelé à la reprise des négociations au plus haut niveau entre Kinshasa et Kigali, l'est de la RDC. Et cette question, se dirige-t-on vers un allègement de l'état de siège dans l'Ituri et le Nord Kivu? C'est en tout cas ce que laisse entendre le président congolais lors d'un conseil des ministres extraordinaire. Félix Tshisekedi a donné 15 jours à son gouvernement pour lui faire des propositions en ce sens. On reste en RDC. Le pays va recevoir près de 3 milliards de dollars du Fonds monétaire international. Le conseil d'administration de l'institution a approuvé hier le programme économique et financier du gouvernement. Alors plusieurs dispositifs vont être mis en place. Ils visent à stabiliser l'économie, améliorer la gouvernance ou encore renforcer la lutte contre le changement climatique. Quels sont les détails de ces programmes? Réponse à Kinshasa avec Passion Ligodi. Le premier programme soutenu par la FEC et évalué à 1,8 milliard de dollars vise à préserver la stabilité macroéconomique et à renforcer la gouvernance financière. Le FMI recommande à la RDC d'adopter une gestion plus rigoureuse des finances publiques. Parmi les mesures prioritaires figurent la mise en place d'un compte unique du Trésor destiné à centraliser les fonds publics et le respect strict des procédures budgétaires standards. Les autorités congolaises sont également tenues de réduire leur dépendance aux revenus miniers en établissant un cadre budgétaire hors ressources extractives. Le second programme, financé par la FRD à hauteur de 1,1 milliard de dollars, soutiendra les efforts de la RDC pour atténuer les effets du changement climatique et protéger ces vastes forêts tropicales. Ce volet s'inscrit également dans la vision stratégique de Kinshasa pour devenir un acteur clé de la transition mondiale vers une économie verte. De son côté, le gouvernement congolais promet de poursuivre la mobilisation des recettes intérieures et d'améliorer la transparence dans la gestion des fonds publics. Le ministère des Finances, par exemple, s'engage à renforcer la discipline budgétaire, notamment par la modernisation de la chaîne de dépenses et la déconcentration des ordonnancements budgétaires. Passion Ligodi, Kinshasa, RFI. Lui était rentré au pays pour relancer l'économie. Au Gabon, Maïs Mouissi a quitté le ministère de l'économie pour celui de l'environnement et du climat. On en parlait hier. Le chef de la transition a procédé à un léger remaniement mercredi. François Mazet, après 16 mois à la tête des finances du pays, Maïs Mouissi aura connu peu de succès.
Analyste brillant, critique virulent du régime Bongo, Maïs Mouissi est une figure d'ouverture pour la transition lorsqu'il rentre au Gabon prendre les rênes de l'économie en septembre 2023. 16 mois plus tard, le panorama est inquiétant. Le pays vit au-dessus de ses moyens, le déficit et la dette gonflent. La Banque mondiale vient de suspendre ses décaissements en raison d'arriérés non payés que le gouvernement a promis de solder au plus vite. Un économiste souligne les résultats décevants des levées de capitaux en 2024 et la crédibilité écornée du pays au sein de la CEMAC. Il n'avait pas pris la mesure de ce qu'il attendait de l'inertie du système, estime un observateur. Il a été victime de sa naïveté et de son arrogance. Il n'avait aucune expérience du fonctionnement de l'administration et a manqué d'humilité, tranche un parlementaire de la transition. Mais pour un autre acteur politique de premier plan, Maïs Mouissi paye surtout des décisions prises par d'autres. Les dépenses non financées, les achats d'aéronefs pour la présidence ne sont pas les choix du ministre de l'économie. C'est le plus fragile qu'on a jugé bon de sacrifier, juge-t-il. Pour autant, Maïs Mouissi n'est pas mis à l'écart. Il récupère le ministère de l'Environnement et du Climat, un poste également stratégique au Gabon. François Mazet, le chef des forces armées soudanaises, sanctionné par les États-Unis. Washington reproche au général Al-Bourhan d'être un obstacle à la transition démocratique. On y revient dans le journal de Martin Guez dans un peu moins de 20 minutes. On part pour Madagascar avant de refermer cette édition. La grande île où la filière cacao a dévoilé son bilan pour 2024 et il est très bon, 15 000 tonnes exportées contre 12 000 l'an dernier. Des chiffres en hausse alors que le cours de la fève est au plus haut. Résultat, Sarah Teto, cette année, la filière pourrait dépasser en valeur celle de la vanille. La filière cacao à Madagascar semble tirer les fruits de sa structuration entamée il y a plus de 10 ans. Premiers à en bénéficier, les exportateurs bien sûr, l'État, mais surtout les petits producteurs, explique Philippe Fontaine, vice-président du Conseil national du cacao. Avec ces 15 000 tonnes et les prix à l'export, c'est une année exceptionnelle puisque en valeur, c'est une filière qui dépasse les 100 millions de dollars et ce qui représente pour nos producteurs à peu près 9 dollars par jour. Et je pense qu'on peut dire qu'on a sorti de la pauvreté nos 30 000 producteurs. Mais si le cacao malgache tire son épingle du jeu, c'est aussi grâce à un contexte mondial totalement inédit. Madagascar, qui a obtenu son label cacao fin, doit bénéficier d'une prime sur le marché international. Donc ce volume plus ce prix supérieur au marché international fait qu'aujourd'hui nous tirons effectivement profit de cette situation. Une situation internationale largement perturbée par l'effondrement en 2024 de la production de la Côte d'Ivoire et du Ghana, les deux premiers producteurs mondiaux. Dans ce contexte favorable à une filière cacaoyère malgache en plein développement, plusieurs sujets aux enjeux considérables doivent encore être débattus, à commencer par la fiscalité de la filière et la contribution réelle des exportateurs à la balance commerciale. Les discussions sont en cours avec l'administration fiscale. Sarah Teto, Antananarivo, RFI. Antananarivo, il est 8h43, 2 heures de moins ici à Paris et je vous laisse en compagnie de Julien Coquelroem pour la suite des RFI Matin. Merci Arthur Ponchelet. À tout à l'heure, 5h43 en temps universel. Tout de suite les sports. Antoine Grenier. Bonjour Julien. Le football en République démocratique du Congo où la phase retour du championnat national peine à démarrer. Prévu le 11 janvier dernier, les premiers matchs n'ont pas pu se jouer en raison d'un conflit entre la fédération et la Ligue nationale. De quoi mettre les clubs et leurs joueurs dans des situations délicates, Pascal Mangala. Pour la jeunesse sportive groupe Bazano, victorieuse du FC Saint-Éloi-le-Popo le 12 décembre dernier, l'ambition a été d'enchaîner pour quitter la zone rouge. John Pueto, 20 ans, est un attaquant international congolais de ce club de Lubumbashi engagé en première division. L'entraînement prépare les matchs. Si tu sais que j'ai match le 17 janvier, à partir du 10 décembre, je commence déjà à travailler parce que tout joueur connaît son corps et ses faiblesses. Sans savoir la date, sans savoir si c'est les playoffs, si c'est la phase retour, ça démoralise un peu. Une situation qui empêcherait à tout le football de RDC d'attirer le respect au niveau international, à en croire Yves Diba, ancien léopard de RDC. Nous devons rendre productif, attrayant foot congolais et cela passe par la régularité des matchs. Arrivé lui, il y a 2 ans à la tête du staff technique du FC Tanganyika, promu cette saison en première division, le coach franco-tunisien Saber Ben Djabria espère que la situation va changer au plus vite. On dort trop, il n'y a pas de compétition, il y a des petits pépins physiques, pépins mentaux, et c'est très difficile de motiver les joueurs. On aime les challenges, le souhait c'est que le championnat vienne le plus rapidement possible. Mazembe et Maniema Union sont pour l'instant les deux victimes de ce manque de championnat suite à leur élimination en campagne africaine, estime d'aucuns. Pascal Mangala, Lubumbashi,
RFI. Le foot africain qui agite également le mercato européen avec des mouvements de joueurs conclus et d'autres à venir. Et d'abord celui de François-Régis Mouguet, l'attaquant camerounais de 20 ans, sous contrat jusqu'en 2028 avec l'Olympique de Marseille. Il s'envole pour la Grèce où il est prêté avec option d'achat à l'Athènes Kalitea, actuel avant-dernier du championnat. Autre mouvement à venir, celui de l'attaquant ivoirien Wilfried Zaha qui devrait casser son prêt avec l'Olympique lyonnais pour être prêté 18 mois à Charlotte en MLS. Et puis en Allemagne, celui qui fait les gros titres, c'est Omar Marmouche. Selon plusieurs médias, l'Égyptien devrait s'engager avec Manchester City. Le fruit de ses 15 buts et 9 passes décisives, à un total qui pourrait grossir ce vendredi lors de la 18e journée de Bundesliga, où son club, l'Eintracht Francfort, 3e, reçoit Dortmund, 10e. Dino Topmöller, l'entraîneur de Francfort, a d'ailleurs les yeux de Chimène pour son attaquant égyptien. Nous verrons bien comment il va se comporter par la suite, s'il bouge ou pas, mais honnêtement, Omar, ce n'est pas une surprise pour moi, sa façon d'être, son rendement. Je le connais depuis 1 an et demi et c'est vraiment un garçon formidable. Il essaye toujours de faire de son mieux pour l'équipe, il ne se prend jamais au sérieux et bien sûr, il nous aide beaucoup grâce à ses qualités. Nous sommes très heureux de l'avoir, c'est un excellent joueur d'équipe. Ce n'est pas un égocentrique ou quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Et c'est très amusant de travailler avec ce type de joueur et tous les autres. Francfort Dortmund pour les amateurs de Bundesliga, coup d'envoi 19h30 temps universel. On termine avec le handball et 3 déceptions africaines au mondial masculin. 3 engagés, 3 défaites dans les rencontres de jeudi. Dans leur groupe B, l'Algérie et la Tunisie ont plié respectivement face à l'Italie et au Danemark. Entrée en liste contrariée aussi pour le Cap-Vert, largement dominé par l'Islande, 34-21. Ce vendredi, l'Égypte, championne d'Afrique en titre, affronte Bahreïn et la Guinée se mesure à la Hongrie. Merci Antoine Grenier. Un accord conclu, c'est ce qu'annonce cette nuit le bureau de Benyamin Netanyahou. Après une journée d'incertitude où le Premier ministre israélien a accusé le Hamas de revenir sur certains points du texte annoncé mercredi, le cabinet de guerre israélien devrait finalement approuver ce matin ce plan en 3 phases pour un cessez-le-feu et la libération des otages israéliens encore détenus dans la bande de Gaza. Les ONG humanitaires se disent prêtes à livrer massivement de l'aide dans l'enclave, mais restent dans l'incertitude sur le nombre de postes frontières qui seront rouverts, l'état des routes et les risques de pillage. En attendant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu prévu dimanche, les bombardements israéliens se poursuivent sur la bande de Gaza. Le ministère de la Santé du Hamas évoquait hier 81 morts en 24 heures. Lui est arrivé à Beyrouth. Emmanuel Macron au Liban dans une visite annoncée en soutien au nouveau président Joseph Aoun et à la formation d'un nouveau gouvernement. Le président français doit rencontrer le président, son nouveau Premier ministre et les représentants des principales forces politiques. Pourrait-il croiser aussi Anthony Blinken? Le chef de la diplomatie américaine pour encore quelques jours est en tout cas lui aussi au Liban. Le président ukrainien et le Premier ministre britannique signent un partenariat sur 100 ans entre leurs 2 pays. Keir Starmer était à Kiev hier. Le document prévoit un renforcement de la coopération en matière de défense et de sécurité maritime, mais aussi des partenariats scientifiques et technologiques. Enfin, en France, le Premier ministre François Bayrou échappe à la censure et la gauche se déchire. Le Parti socialiste n'a pas voté la motion soutenue par ses 3 autres alliés, insoumis, écologistes et communistes. Il y a 2 ans, jour pour jour, au Cameroun, le 17 janvier 2023, le journaliste Martinez Zogo était enlevé et assassiné. Depuis 10 mois, 17 personnes comparaissent devant le tribunal militaire de Yaoundé, mais aucun accusé, aucun témoin n'a encore été entendu et le procès s'enlise dans des débats de procédure. Alors le tribunal joue-t-il la montre pour gagner du temps? Le chroniqueur judiciaire Christophe Bobiokono est directeur de publication de l'hebdomadaire d'information juridique Kalara. En ligne de Yaoundé, il est notre grand invité Afrique avec Christophe Boisbouvier. Christophe Bobiokono, bonjour. Bonjour. Depuis le début du procès, il y a 10 mois, les débats s'enlisent dans des questions de procédure interminables. Est-ce que c'est voulu de la part du tribunal militaire? Alors, avec le temps, on peut effectivement penser que ce qui se passe est voulu. Parce que en ce moment, depuis à peu près 2 mois, le procès s'est quasiment arrêté au tribunal militaire de Yaoundé parce que les juges ont pris une décision et les questions posées par cette décision-là sont soumises à l'examen de la cour d'appel du centre. C'est-à-dire que le tribunal militaire a modifié l'ordonnance de renvoi, ce qui oblige un autre tribunal à se prononcer en ce moment, c'est ça? Oui. Est-ce que depuis le début du procès, l'un des principaux acteurs, l'un des principaux témoins a pu s'exprimer? Aucun
des témoins. Aucun accusé n'a été entendu jusqu'à présent par rapport aux faits qui sont la cause de la procédure judiciaire. Ils ont simplement plaidé non coupable pour l'ensemble d'entre eux lorsque la question leur a été posée. C'est tout ce qu'ils ont pu faire jusqu'à présent. Alors parmi les 17 accusés, l'un des principaux est Justin Danoué, l'ancien numéro 2 des services secrets de la DGRE. Il serait passé aux aveux, mais qui sont les commanditaires? Je crois que c'est la grande question, et 3 autres personnalités importantes sont dans le box des accusés. Tout à fait. Ceux qui pourraient apparaître comme les commanditaires de l'affaire, c'est l'ancien DG de la DGRE, monsieur Léopold Eko et monsieur Jean-Pierre Amourou-Bilinga, qui était le patron du groupe L'Anecdote. Et monsieur Martin Savom, il est accusé de complicité d'assassinat, pour ce qui le concerne. Et c'est le maire de la commune de Bibé, qui est dans la périphérie de Yaoundé. Et alors, toutes ces personnalités, l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou-Belinga, l'ancien patron des services Léopold Eko et le maire de Bibé, Martin Stéphane Savom, tous plaident non coupables. Tous les accusés ont plaidé non coupables, tous sans exception. Et cela signifie simplement que même si certains reconnaissent certains faits, ils pourraient dire que ces faits-là n'ont pas été posés dans le cadre de la commission de l'infraction. Oui, je crois que le numéro 2 de la DGRE, Justin Danoué, reconnaît qu'il est impliqué dans l'enlèvement de Martinez Zogo, mais pas dans son assassinat. Est-ce que les 3 autres personnalités dont on a parlé reconnaissent elles aussi être impliquées dans l'enlèvement? Ni M. Léopold Eko, ni Jean-Pierre Amougou-Bilinga, ni le maire de Bibé, M. Martin Savom, ne reconnaissent leur implication dans ce qui s'est passé. Et on peut comprendre puisqu'ils ont plaidé non coupables. Alors on connaît les luttes de clans qui existent actuellement au sommet de l'État camerounais. Est-ce qu'il y a des connexions entre ces luttes de clans et l'affaire Martinez Zogo? Disons que le contenu des informations que nous avons pu compulser dans le cadre de l'enquête menée par la police, l'information judiciaire, ne donne pas trace de ces implications-là, mais on peut dire que ces luttes des clans-là ont quand même influencé l'enquête en elle-même. Pourquoi? Parce que la première personne qui en parle est monsieur Léopold Eko dès sa première audition. Il laisse entendre qu'il est entre 2 feux et il parle de manière très claire des clans qui combattent pour la succession du président Paul Biya. Et on sait très bien que monsieur Léopold Eko a été arrêté et pendant qu'il était déjà en prison a conservé le poste de DG de la DGRE. Et ce n'est qu'à la suite de l'ordonnance, de la fameuse ordonnance de mise en liberté du 1er décembre 2023 que finalement le président de la République lui a ôté la casquette de patron de la DGRE. Donc on suppose que à ce moment-là, des influences politiques ont pu entrer en jeu pour permettre cette évolution des choses. Le Cameroun va rentrer en campagne électorale puisque la présidentielle est prévue au mois d'octobre. Est-ce que le procès pourra se tenir en pleine campagne? Bien sûr, le temps de la justice n'est pas le temps du politique. De toutes les façons, dès lors que personne pour l'instant ne pointe le président Biya dans ce qui s'est passé, sa responsabilité dans ce qui s'est passé, cela pourrait très peu influencer le débat politique. Alors pour l'instant, le procès est suspendu dans l'attente d'une décision de la Cour d'appel du Centre. Est-ce que les juges du tribunal militaire jouent la montre? Oui, il apparaît que les juges du tribunal militaire jouent quand même la montre parce que certaines des parties avaient sollicité des audiences en session. Ça signifie la possibilité pour le tribunal de connaître l'affaire pendant plusieurs jours d'affilée. Mais les juges n'ont pas trouvé nécessaire de répondre à cette question-là. En tout cas, ils ont repoussé cette demande-là. Donc, jusqu'à présent, les audiences sont séparées et sont tenues toutes les 3 semaines. Donc, pour une affaire qui compte 17 accusés, ça peut durer de manière interminable. Christophe Bobiokono, merci. Le chroniqueur judiciaire Christophe Bobiokono, invité RFI Matin de Christophe Boisbouvier. Chaque jour de la semaine, un œil sur l'actualité des matières premières. C'est l'une des conséquences du changement climatique. Au Maroc, la sécheresse dure depuis près de 7 ans, avec en plus de cela des pics de chaleur importants l'an dernier. Résultat, très peu d'olives dans les champs et des prix de l'huile d'olive qui ont grimpé en flèche pour les Marocains ces derniers mois, Justine Fontaine. Oui, ils ont presque doublé depuis 2 ans pour atteindre 80 à 110 dirhams aujourd'hui, soit 8 à 10 euros le litre environ. En cause, une récolte particulièrement mauvaise cette saison, moitié moins importante qu'une année normale. La cueillette qui a commencé en octobre se poursuit jusqu'à la fin du mois et le Maroc pourrait ainsi voir chuter sa production d'huile d'olive à 80 000 tonnes, estime l'interprofession marocaine de l'olive. Des niveaux très bas, pointe son président Rachid Ben Ali. Et cela, c'est une conséquence directe de la sécheresse qui touche le Maroc depuis près de 7 ans et qui a été combinée l'an dernier à des pics de chaleur très importants, y compris hors saison, en pleine période de floraison de la variété la plus répandue dans le pays,
la picholine marocaine. Certains oliviers n'ont donc pas du tout fleuri ou bien leurs fruits ont séché sur l'arbre avant d'arriver à maturité. Du jamais vu, s'alarme Rachid Ben Ali. Alors, pour freiner la hausse des prix et répondre à la consommation nationale, le gouvernement marocain a mis en place des quotas d'importation, jusqu'à 20 000 tonnes d'huile pour 2025, de quoi permettre de stabiliser les prix, estime l'interprofession. Pour une éventuelle baisse, en revanche, il faudra attendre au mieux la prochaine récolte. Toutefois, la production faible au Maroc ne devrait pas perturber le marché mondial de l'huile d'olive, car après 2 années de crise liées là aussi à la sécheresse, la production à l'échelle de la planète est attendue en hausse de 30% cette saison pour revenir à des volumes conformes à la moyenne. C'est grâce à une meilleure récolte en Espagne notamment, premier producteur et exportateur mondial. Hors du Maroc, donc, les prix de l'huile d'olive devraient baisser pour les consommateurs cette année. L'huile en vrac pourrait être achetée aux producteurs autour de 4 € le kilo en moyenne, contre 8 € encore en septembre dernier, estime Abdelatif Guedira, ancien président du Conseil oléicole international. Justine Fontaine pour les matières premières, merci beaucoup. Bientôt 6h en temps universel, un nouveau journal dans moins de 5 minutes sur RFI et tout de suite les dessous de l'Infox. Votre rendez-vous du vendredi qui nous emmène ce matin aux États-Unis, à Los Angeles, où les pompiers tentent toujours de contenir les flammes plus d'une semaine après le début des incendies. Le dernier bilan fait état de 24 morts et les destructions sont immenses. Une catastrophe historique marquée par un flot de fausses informations d'une rare intensité sur les réseaux sociaux. Bonjour Grégory Genevrier. Bonjour. L'origine de ces incendies, le travail des pompiers, les rescapés, rien n'échappe à la désinformation, à tel point que certaines des images les plus partagées sont fausses ou sorties de leur contexte. Oui, si vous avez passé du temps sur les réseaux sociaux ces derniers jours, vous êtes probablement tombé sur l'une de ces 2 images aériennes montrant une maison au toit rouge, prétendument épargnée par les flammes. Tout le quartier semble avoir été détruit, sauf ces luxueuses résidences. Si les 2 maisons se ressemblent, ce ne sont pas les mêmes, l'une est en bord de mer, l'autre en pleine ville. Les internautes qui partagent ces photos en sont persuadés. Elles montreraient, je cite, la maison d'un croyant de Los Angeles, miraculeusement protégée par Dieu. Un récit sur lequel plusieurs auditeurs nous ont alertés. Sauf que ces 2 images n'ont rien à voir avec les incendies en cours à Los Angeles. Non, la première photo est bien authentique, mais elle n'a pas été prise dans la Cité des Anges. Une recherche par image inversée permet de retrouver sa trace dans la banque d'images de l'agence France Presse. On y apprend en légende qu'elle montre une maison dans le quartier de Lahaina à la suite des incendies mortels à Hawaï en août 2023. La résidence avait été épargnée notamment grâce à sa toiture en tôle épaisse et à l'absence de végétation à proximité. Et qu'en est-il du deuxième cliché ? Eh bien, si visuellement tout semble réel, l'image a en réalité été générée par une intelligence artificielle. Le seul moyen de s'en rendre compte, c'est de faire une recherche par image inversée sur Google, puis d'aller dans l'onglet « À propos de l'image ». Un message apparaît alors indiquant « Image créée avec l'IA de Google ». Comment Google sait-il que quelqu'un a généré cette image avec son intelligence artificielle ? Pour son outil de génération d'images baptisé Imagen, la firme américaine utilise ce que l'on appelle des watermarks, des filigranes invisibles à l'œil nu mais identifiables par un logiciel. Ce tatouage numérique atteste donc de l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais sans faire cette démarche de vérification, il est impossible de s'en rendre compte. Et une image synthétique qui fait l'objet, Grégory, de nombreuses instrumentalisations ? Oui, religieuses d'abord, avec de nombreux messages parlant d'une intervention divine. Certains affirment à tort que cette maison appartenait à une famille chrétienne, d'autres à une famille musulmane. Et puis certains complotistes ont aussi diffusé cette image, assurant que l'incendie était volontaire et ne ciblait que certaines habitations. 2 récits trompeurs vus des dizaines de millions de fois sur les réseaux sociaux. Résultat, cette infox figure aujourd'hui parmi les images les plus vues concernant les incendies de Los Angeles. On est donc là face à un énième exemple de détournement de l'IA qui perturbe les perceptions d'un événement mondial et invisibilise les vraies images de la catastrophe. Grégory Genevrier pour les dessous de l'Infox. Merci beaucoup. Et ces incendies à Los Angeles, on fait le point justement à leur sujet avec notre envoyé spécial sur place. C'est dans le journal, dans 30 secondes. À tout de suite.